Les boucles sont mais alors très utilisées en programmation et donc aussi en JavaScript. Ça fait partie des fondamentaux que vous utiliserez à coup sûr. Ces boucles, dites structures itératives, vous permettent d'exécuter de façon automatique et répétée une suite d'instructions. Par la suite, en effet, nous allons beaucoup les utiliser pour demander à l'ordinateur de faire pour nous un travail long, laborieux et surtout manuel et fastidieux automatiquement. D'ailleurs, à la fin de ce cours, vous serez capable de créer une variante du célèbre jeu basique Devinez le nombre mystère. Regardez bien jusqu'à la fin pour acquérir toutes les notions indispensables. N'hésitez pas avant à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains cours sur les fondamentaux du JavaScript, ainsi que sur les autres langages de programmation web, tels le HTML, CSS avancé, ainsi que le PHP. Avant de vous montrer comment utiliser les 3 types de boucles qui existent en JavaScript, je vous montre une notion indispensable avant, la notion d'incrémentation et de décrémentation. Nous allons partir avec un code propre. Regardez un peu cet exemple. Nous déclarons une variable number et nous lui donnons la valeur, je sais pas moi, 4. Ensuite, à number, nous allons affecter number lui-même, comme ceci, plus, je sais pas moi, 1. Nous allons prendre un juste comme ça. Et puis, on va afficher le number lui-même. Le calcul est basique et donc vous le comprenez certainement. On devrait avoir 6 ici et justement, on a 6. Pour les nouveaux, je vous explique rapidement cette ligne-ci quand même. Nous avons une variable number qui vaut 5. Eh bien, ici, c'est une affectation. Ce que nous faisons, c'est que nous demandons à l'ordinateur, au navigateur, d'assigner une nouvelle valeur à la variable number. Cette nouvelle valeur, c'est quoi? C'est number plus 1. Donc, l'ordinateur, dans un premier temps, va aller regarder et évaluer l'expression de droite. Number, qui vaut quoi? 5, plus 1, ça fait 6. Et le résultat, il va l'assigner comme nouvelle valeur de la variable number elle-même. C'est pour ça qu'ensuite, notre number, la même variable, vaut désormais 6. Eh bien, lorsque nous ajoutons une unité ainsi à une variable, on appelle cela l'incrémentation. Bien sûr, nous pouvons raccourcir ici. Je vous ai montré l'écriture raccourcie récemment. Donc, number plus égale 1, qui devrait donner normalement le même résultat, donc 6. L'opération inverse qui retire une unité à une variable, donc moins égale ici, est appelée la décrémentation. Ce que nous allons faire ici, c'est retirer 2 à la variable number. On devrait pouvoir actualiser ici et avoir 3 comme résultat, ce qui est normal. Eh bien, en JavaScript, il existe des syntaxes courtes pour l'incrémentation et la décrémentation. Pour l'incrémentation, on mettra tout simplement number plus ici pour ajouter 1 pour incrémenter de 1 la variable number. On devrait actualiser ici et avoir 6 comme résultat. La décrémentation, quant à elle, sera le nombre moins, la syntaxe courte de la décrémentation, et on devrait avoir probablement 4 ici comme résultat. Il existe 2 variantes de ces notions. Nous pouvons placer l'opérateur d'incrémentation ou de décrémentation avant ou après le nom de la variable. Si nous plaçons l'opérateur d'incrémentation avant le nom de la variable sera d'abord incrémentée et ensuite sa valeur sera rendue. Si nous plaçons l'opérateur d'incrémentation après le nom de la variable sera d'abord rendue et ensuite sa valeur sera incrémentée. Pour le test, nous allons déclarer une autre variable ici. Nous allons l'appeler result. Et cette variable sera affectée de number moins. Si vous avez compris ici, le nombre sera d'abord rendu et ensuite sa valeur sera décrémentée. Ce qu'on va faire ensuite, c'est afficher également la valeur de result. Très bien. On va actualiser. Nous avons d'abord notre nombre qui vaut 4 ici,
ce qui est normal parce que ce nombre a été décrémenté de 1. Ensuite, on va mettre OK et passer à l'instruction suivante. Voici la variable result, elle vaut 5. Et pourtant, on a number moins moins qu'on met dans result. Vous comprenez donc comment ça fonctionne. Cette expression-ci signifie décrémenter le nombre number, ou plutôt décrémenter la variable number de 1. Seulement, la variable est d'abord rendue avant d'être décrémentée. Donc, cette expression-ci vaut la valeur de number qui est 5. C'est ce 5, le résultat de l'expression qui est placé dans la variable result, et c'est pour ça que dans result, nous avons bien 5. Seulement, après cette instruction, le nombre est décrémenté effectivement de 1. Qu'est-ce qu'il se passe ici si nous mettons l'opérateur d'incrémentation, ou plutôt de décrémentation, autant pour moi, avant le nom de la variable? Dans ce cas, la variable number sera d'abord décrémentée avant d'être rendue. On va donc actualiser ici. Nous avons bien 4 ici pour la variable number, ce qui est juste. Mais ce qui nous intéresse, c'est la variable result. On va donc valider. Et nous avons bien 4. Pourquoi? Parce que le nombre a d'abord été décrémenté avant d'être mis dans la variable result. Donc 4. Ce principe est identique au fonctionnement de l'incrémentation. Si des incompréhensions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Je vous montre maintenant la première boucle que nous avons en JavaScript. Il s'agit de la boucle while. Voici sa syntaxe. While. Ensuite, les accolades. Les accolades vont délimiter la suite d'instructions qui sera exécutée tant que la condition qui est entre parenthèses ici sera vérifiée. Comment écrire la condition ici? Nous avons tout expliqué dans le cours précédent. Les conditions sont identiques aux conditions sur les structures alternatives. Pour l'exemple, nous allons demander à l'utilisateur un prénom encore et encore jusqu'à ce qu'il clique sur annuler ou alors valide sans entrée de prénom. Pour ce faire, nous avons besoin de 3 variables. Une variable names qui contiendra la suite des prénoms que l'utilisateur a déjà entrés. Une autre variable name, tout simplement, qui contiendra le nom en cours que l'utilisateur vient d'entrer. Et enfin, une variable, nous allons l'appeler next, qui nous permettra de savoir si on doit encore exécuter la suite d'instructions qui est dans la boucle ou pas. Bref, la variable next dira à l'ordinateur quand est-ce qu'il doit s'arrêter. Dans un premier temps, nous allons l'initialiser à true. Dans la boucle while, la condition qui est ici est d'abord testée et ensuite, si elle est vérifiée, alors la suite des instructions qui sont à l'intérieur de l'accolade sont exécutées. Arrivé à la fin de la boucle, la condition est réévaluée et si elle est toujours vraie, si elle est toujours validée, la suite des instructions est exécutée de nouveau. Un passage ainsi dans la boucle est appelé une itération. À la fin de chaque itération, donc, la condition qui est ici entre parenthèses est réévaluée. Le jour où la condition est réévaluée et est fausse ou bien n'est pas validée, alors l'ordinateur ne fait plus de passage dans la boucle, donc n'effectue plus d'itération et saute tout simplement la boucle, continuant ainsi l'exécution de la suite des instructions qui sont dans notre fichier, dans notre code JavaScript. Nous allons nous assurer ici que l'ordinateur entre dans la boucle au moins une fois et c'est pour cette raison que notre variable next a été initialisée à true. Ce que nous allons ensuite faire dans la boucle, c'est demander à l'utilisateur encore et encore un prénom. On va stocker ce prénom dans la variable name que nous avons initialisée et ensuite nous allons prendre ici, vous savez comment ça fonctionne, entrer un prénom, s'il y en a encore, voilà, on va mettre ça ici et ensuite nous allons échapper ce caractère-ci, ça c'est super. Ensuite, pour savoir si l'utilisateur a effectivement entré un prénom ou pas, on va tester la variable name.
Nous avons appris à faire ça dans le cours précédent. Si l'utilisateur a entré quelque chose, name renverra true ici, et on pourra alors accoler à names, donc la variable names. Nous allons lui ajouter le prénom que l'utilisateur vient d'entrer, donc le name, et ensuite un espace pour le séparer du prochain prénom si l'utilisateur l'entre. Sinon, c'est-à-dire que si la variable name ne contient rien, donc soit l'utilisateur n'a rien entré, soit il a cliqué sur annuler, alors ce que nous on va faire, c'est changer la valeur de la variable next et on va lui assigner false. Actualisons voir ce qu'il se passe ici. Donc, entrer un prénom, bah moi je mets aux éristes. Super. Entrer un prénom s'il y en a encore. Cool. Ok, super. Entrer un prénom s'il y en a encore. On a encore Jean dans notre liste de prénoms. Ensuite, bah nous on a Pierre. Voilà. Là, je n'ai plus de prénom, donc je vais annuler. Et vous voyez, la boucle s'arrête. Je vous explique de façon claire et simple ceci. Notre condition est une variable booléenne. Puisque la condition est d'abord testée avant l'entrée dans la boucle, dans un premier temps, nous l'initialisons à true pour nous assurer que il y aura au moins une itération, donc qu'on va passer dans la boucle au moins une fois. Et justement, arrivé dans la boucle, dans un premier temps, on demande à l'utilisateur s'il y a un prénom à entrer et on récupère ce prénom avec prompt. Si l'utilisateur a effectivement entré un prénom, eh bien, on ajoute ce prénom à la liste qu'on a déjà ici dans names. Puis un espace pour le séparer des prochains prénoms. Sinon, on déclare tout simplement notre next à false. Après la suite, après la première itération, donc jusqu'ici, la condition est encore vérifiée. Donc, l'ordinateur va regarder while. Et justement, si lors de la première itération, l'utilisateur a entré un prénom, ce prénom est accolé ici et rien du tout pour lui. On remonte, next est toujours true, donc vrai. On entre encore dans la boucle. On demande un prénom. Si le prénom est entré, eh bien on la colle, on remonte. Donc ici, on réévalue la condition qui vaut toujours vrai jusqu'au jour où l'utilisateur va choisir de ne rien entrer ou bien annuler s'il n'a plus de prénom. Dans ce cas-là, on va passer name n'existe pas, on passe donc au else. On a appris ça dans les structures alternatives dans le cours précédent. Donc, on change la variable de la condition à false de sorte que lorsque l'ordinateur va réévaluer next, next vaudra false et donc il va passer à la suite des instructions. Et justement, pour la suite des instructions, nous allons afficher la liste des nombres que l'utilisateur aura entré jusque-là. On va donc enregistrer ici et puis on actualise, entrer un prénom. Le premier prénom, ça va être Paul. Le second, ça va être mon prénom. Et puis nous, on va mettre Jean. Et puis, bah, Pierre. Et là, nous n'avons plus de prénom. Nous allons donc annuler ou valider sa entrée de prénom. Vous voyez bien la chaîne de caractères names qui contient la liste des prénoms que nous avons entrés. Si des incompréhensions sur le fonctionnement de cette boucle, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je le redis, pour savoir comment construire la condition ici, regardez la vidéo précédente, parce qu'il s'agit des mêmes règles. Une petite note évidente peut-être, il faudra toujours vous assurer qu'à un moment donné, la condition soit fausse. Sinon, on aura une boucle infinie et dans ce cas, notre programme va bugger. Rassurez-vous donc toujours que dans la suite des instructions, vous influencez sur la condition de sorte qu'à un moment donné, la condition soit fausse. Nous pouvons améliorer notre boucle ici en utilisant l'instruction break. Pour ce faire, nous n'avons plus besoin du next. Nous allons tout simplement mettre le true ici. Le break ici fonctionne un peu comme le break que nous avons vu dans les structures alternatives. Concrètement, ici, le jour que nous voulons sortir de la boucle, il nous suffit de mettre break ici et même si la condition est encore vraie, la boucle sera tout simplement abandonnée. Et donc, peu importe où vous la placez, l'instruction break signifie quitter la boucle. On n'a qu'à actualiser ici, voir si ça fonctionne comme prévu. On actualise, entrer un prénom
Paul, toujours les mêmes prénoms, Pierre. Et puis là, c'est fini, moi j'annule et j'ai bien Paul, Pierre. La boucle s'est arrêtée. Il existe également une autre petite instruction de la même catégorie, l'instruction continue, comme ceci. Je vous montre, c'est en majuscule là, ça fait de trop. Donc voilà, cette instruction-ci passe à l'itération suivante. Donc, si nous mettons cette instruction quelque part ici dans la suite de nos instructions, quand l'ordinateur va exécuter jusqu'à arriver sur cette instruction, il va abandonner cette itération et aller réévaluer directement la condition pour passer à l'itération suivante. Donc voilà la différence entre le continue et le break. Le break quitte complètement la boucle et le continue ici permet d'abandonner l'itération, donc le passage en cours, et de passer à l'itération suivante. Passons maintenant à la boucle do while. La seule différence avec la boucle while, c'est que dans le cas de la boucle do while, la première itération s'effectue toujours. Les instructions sont donc d'abord exécutées une fois avant le test de la condition. Je vous montre la structure ici. Nous avons d'abord le do, la suite des instructions et enfin le while ici, puis la condition. Notez que nous mettrons un point-virgule après la parenthèse fermante du while. Pour notre boucle, nous allons mettre les mêmes instructions. Nous allons commencer par commenter ici. Et puis là également, comme ceci. Ensuite, nous mettons les mêmes instructions dans notre boucle do while ici. Et puis dans la condition, c'est toujours true. Voilà. On va tester ici, voir entre un prénom, Paul. Ok, et puis Pierre. Et puis Jean. Et enfin, rien du tout. Et puis on a bien Paul, Pierre et Jean. Donc ça marche nickel. Si vous avez bien compris, alors vous savez que nous pouvons ici faire encore mieux, raccourcir et utiliser la variable name pour dévalider notre boucle. On va mettre name ici. Le jour où l'utilisateur ne va rien entrer, on ne va ni accoler de prénom, ni repasser dans la boucle parce que à la fin, le while va tester name qui dans ce cas vaudra false. On peut actualiser ici, voir si ça fonctionne. Paul, Pierre, Jean, Marie, et puis j'annule, j'ai bien Paul, Pierre, Jean et Marie. La troisième et dernière boucle que je vais vous montrer, c'est la boucle for. Cette boucle a une syntaxe qui lui est propre, mais je peux parier que lorsque vous l'aurez maîtrisée, c'est la boucle que vous utiliserez plus souvent. Je vous montre sa syntaxe. Nous avons le for suivi des parenthèses et enfin des accolades pour délimiter la suite des instructions. Dans les parenthèses, nous n'avons plus une condition, mais trois blocs séparés par des points-virgules. Le premier bloc est appelé le bloc d'initialisation. C'est là où vous allez initialiser ou déclarer et initialiser les variables que vous allez utiliser pour ou dans la boucle. Le second bloc, c'est le bloc de la condition elle-même. Vient ensuite le dernier bloc, le bloc dit d'incrémentation. Et généralement dans ce bloc, nous incrémentons une valeur au fur et à mesure. C'est justement pour ça que ce bloc est appelé conventionnellement le bloc d'incrémentation, mais rien ne vous empêche de décrémenter si vous le souhaitez. La boucle for va donc vous être très utile pour compter, ou alors si nous savons à l'avance ou nous avons fixé à l'avance le nombre d'itérations. En JavaScript et dans d'autres langages de programmation en général, la variable de la boucle, celle qui s'incrémente, est appelée le compteur. Et de plus, cette variable est souvent appelée i. Un exemple très simple, nous allons compter de 1 jusqu'à 5. On va donc déclarer ici notre compteur i. Et puisqu'on part de 1, on va l'initialiser à 1. Si vous avez d'autres variables à initialiser, il vous suffit de séparer ici les initialisations par des virgules. Lors de notre première itération, i, notre compteur, vaut 1. On va compter ainsi. On s'arrête lorsque i est égal à 10.
Il nous faut donc trouver une condition équivalente, mais qui va plutôt dévalider notre condition de façon à ce que la boucle s'arrête. Concrètement, lorsque i est inférieur à 10, nous devons passer dans la boucle. Nous comptons. Lorsque i sera 1, condition vraie. Lorsque i sera 2, condition vraie. Lorsque i sera 3, condition vraie, jusqu'à ce que i soit 10. Le jour où i sera 11, alors la condition i inférieure à 11 sera fausse. Et donc, on va sortir de notre boucle. Et puis, à chaque fois, on va incrémenter i. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Eh bien, le bloc d'initialisation ici est d'abord exécuté. Ensuite, la condition ici est testée pour voir si on doit entrer dans la boucle. Si elle est vraie, alors on entre dans la boucle. Si elle est fausse, eh bien, on sort de la boucle. Maintenant, à la fin de l'exécution de la suite d'instructions qui sont dans la boucle, on va incrémenter enfin, on va appeler le bloc d'incrémentation. Dans notre boucle, nous allons nous contenter d'afficher ici l'itération en cours, donc itération, et puis à ça, on va accoler i qui représente l'itération en cours. On va actualiser ici, donc j'ai fermé ça et je vais réouvrir Olex. On a bien itération numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça? On s'arrête à 10, donc c'est normal. 8, 9 et 10, et ça va. Donc nous, ici, on va pas mettre 10, on va compter jusqu'à 5. Donc, on va mettre 6, si vous avez compris comment ça fonctionne. On actualise, on a bien 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on sort de la boucle. Donc, ce qu'on peut faire également ici, c'est de tester si i, notre compteur, est inférieur ou égal à 5. On a appris à faire ça avec les opérateurs de comparaison dans la vidéo précédente. On actualise ici, vous voyez, on a bien 1, 2, 3, autant pour moi, 4 et 5, et c'est terminé. Il y a une petite subtilité ici, regardez bien. Si nous mettons ici un i, autant pour moi, égale 5 comme condition, le navigateur va tester si i est égal à 5. Si i n'est pas égal à 5, eh bien dans ce cas-là, on n'entrera pas dans la boucle. Et donc, en fait, ce qu'on aura fait, c'est fixer une seule itération lorsque i sera égal à 5. Et puisqu'on ne va jamais entrer dans la boucle, le bloc d'incrémentation ne sera jamais appelé parce que vous vous souvenez, l'incrémentation est appelée après un passage dans la boucle. Ensuite, la condition est vérifiée. Un passage dans la boucle, on incrémente, on vérifie. Un passage dans la boucle, on incrémente et on vérifie. Il faut donc trouver une condition qui sera vraie pour toutes les itérations jusqu'à la dernière itération et qui ne sera plus vraie pour les itérations qu'on ne veut pas. Concrètement, nous, on doit aller de 1 jusqu'à 5 et pour que la condition soit toujours vraie lorsqu'on est à 1, qu'elle soit vraie lorsqu'on est à 2, qu'elle soit vraie lorsqu'on est à 3 et jusqu'à ce qu'on est à 5, on ne peut pas mettre égal. On va ajouter un inférieur ou égal pour dire si i est inférieur à 5, c'est bon. Si i est égal à 5, c'est bon. Mais si i devient supérieur, inférieur ou égal, ça ne marche plus. De même, lorsqu'on met i inférieur à 6, alors le jour qu'on va arriver à 5, i sera inférieur à 6. C'est bon de même. Mais après le passage de i égale 5, lorsqu'on va passer à i égale 6, notre condition i inférieure à 6 ne sera plus vraie. Et donc dans ce cas, la boucle va s'arrêter et on aura bien de 1 jusqu'à 5. C'est vraiment très subtil, mais je peux vous assurer qu'avec un peu de pratique, vous allez maîtriser cette boucle. En réalité, c'est hyper facile. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Utilisez les commentaires et je vous aiderai à avancer, plus que je ne le fais déjà. Pour exemple encore, nous allons demander 3 prénoms à l'utilisateur. Nous pourrions alors faire prompt 3 fois, mais ça ne sert à rien. Avec les boucles, justement, nous pouvons faire ça facilement. Et donc, dans notre initialisation, on va mettre i à 0. Et puis, dans chaque boucle,
ce qu'on va faire, c'est demander un prénom à l'utilisateur et entrer ce prénom. Donc, on va reprendre ceci. Voilà, on demande un prénom à l'utilisateur et ensuite, on prend ce prénom-là, on la colle aux autres prénoms. De même, ici, nous allons initialiser names à une chaîne de caractères vide. Nous allons aussi initialiser name ici. Nous pouvons donc supprimer ces variables-là parce qu'elles ne servent plus à rien. Donc voilà, on commence bien i à 0 et nous on veut demander 3 prénoms à l'utilisateur. Sachant que lorsqu'on entre dans la boucle, i vaut 0. À la fin, lorsqu'on arrive ici, i est incrémenté et passe à 1. Lorsque i est égal à 1, on doit aussi entrer dans la boucle et à la fin, i va passer à 2. Ça nous fera la deuxième itération. Ensuite, on va repasser dans la boucle ici pour la troisième fois. Et c'est à la fin qu'on va incrémenter i et i sera égal à 3. À la fin de la troisième itération, i vaut 3. Et donc, dans la troisième itération, i vaut encore 2. Ça va influencer notre condition ici. On va aller de 0. Et justement, pour compter 3 après 0, on passe 0, on passe 1 et on passe 2. Et donc, on va s'arrêter ici lorsque i sera égal à 3. Sachant que si i est égal à 3 et qu'on entre encore dans la boucle, ça fera le quatrième passage et on sera en train de demander 4 prénoms à l'utilisateur au lieu de 3 prénoms. J'actualise ici. Entrer un prénom s'il y en a encore. Paul. Un autre prénom. Pierre. Un autre prénom. Jean. Jean, comme ceci. Voilà. En fait, c'est très simple. Pour faire 3 itérations, en partant de 0, on doit s'arrêter à 2. Donc 0, 1 et 2. D'où la condition i inférieure à 3. On peut très bien mettre également inférieur ou égal. Et cette fois-ci, à combien? Majuscule activée. Cette fois-ci, inférieur ou égal à 2. On aura donc l'itération 0, qui sera la première pour nous. L'itération numéro 1, qui sera la deuxième pour nous. Et l'itération numéro 2, qui sera la troisième pour nous. Il n'y aura plus d'itération numéro 3, parce qu'après 2, il vaudra 3 et 3 n'est pas inférieur ou égal à 2. On peut donc regarder ce que ça donne ici. Un prénom, Jean, un autre prénom, rien, un autre prénom, rien de même, rien. Quoique ça nous avance pas. À la fin également ici, après être sorti de la boucle, nous allons afficher la suite des prénoms que l'utilisateur a entrés. On va donc afficher names, comme ceci. On reprend là, hop, voilà un prénom, encore, et enfin Pierre. Hop, le alerte. Il existe une petite subtilité ici. Si vous avez lu la description de la première vidéo sur les variables, lors de la déclaration des variables, nous pouvons utiliser let ou alors var. Vous avez certainement vu dans cette description, sinon allez regarder la description. Avec let, il y a une autre différence, c'est que les variables déclarées dans un bloc ne seront disponibles que dans le bloc en question. Concrètement, pour le bloc du for, nous avons déclaré avec let 3 variables. Et donc, ces variables ne sont disponibles qu'ici. Et cela est appelé la portée des variables. Nous en parlerons plus lorsque nous entamerons le cours sur les fonctions. Pour rendre les variables déclarées ici disponibles au reste du code, il nous faut utiliser plutôt le mot-clé var. Sachant qu'avec let, on ne pourra pas utiliser la variable names ici, parce que sa portée se limitera dans le bloc en question. Pareil, si vous déclarez ici à l'intérieur du while une variable avec let, cette variable ne sera disponible que dans le bloc en question. Utiliser le mot-clé var nous permet de déclarer une variable à portée globale qui peut être disponible et utilisée n'importe où dans le code. On va actualiser donc ici
et entrer le prénom. Le premier sera Jean, le second sera Pierre et l'autre sera Paul. Nous avons bien Jean-Pierre et Paul. Notez que si vous mettez let ici, à let name va rien faire du tout parce que la variable name n'existera pas. Notez également qu'ici, nous pouvons aussi, donc c'est disponible dans toutes les boucles, utiliser les instructions break ou continue. Justement, c'est ce que nous allons faire ici. Nous, on va dire que la boucle, la condition sera toujours vraie et on va s'arranger à sortir de la boucle ici dans les instructions. Concrètement, on va demander un nom à l'utilisateur ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est regarder s'il a entré un prénom. S'il entre le prénom, bien sûr, on l'ajoute à names. Sinon, avec else, on sort de la boucle avec le break. Voilà. Et ce qu'on va faire également, c'est en profiter pour compter le nombre de prénoms que l'utilisateur a entré. On va ensuite afficher ce prénom ici avec nombre de prénoms. On va mettre 2 points. Et ensuite, on va ajouter la variable i. Voilà. On enregistre. Notre compteur i commence à 0. Donc, si on entre dans la boucle une fois, ensuite, il va passer à 1. Si on entre dans la boucle une deuxième fois, ensuite, il va passer à 2. Si on entre encore dans la boucle, il va passer à 3. Donc, n'oubliez pas, i est incrémenté. Donc, l'incrémentation ici est effectuée après chaque passage dans la boucle. Si on n'entre pas dans la boucle, alors il ne sera pas incrémenté et donc il vaudra 0. Bonne nouvelle parce que justement, le nombre de fois qu'on passera dans la boucle, c'est le nombre de fois qu'on incrémentera i. Et donc, puisque i commence à 0, si on est passé 3 fois dans la boucle, on incrémentera i de 3 et il va passer de 0 à 3. On peut donc être sûr que i contiendra le nombre de prénoms que l'utilisateur a entré. Actualisons pour voir si ça marche. Un premier prénom, un deuxième prénom, un troisième prénom, un quatrième prénom, Éléonore, pourquoi pas, un autre prénom, le mien, et puis j'annule. J'ai ensuite combien? J'annule. Je crois qu'en fait, le problème, c'est le name ici. Ça devait être un mot-clé dans les anciennes versions du langage. Donc, on va changer ça en name 1, comme ceci. Donc, voilà, on enregistre, on actualise. J'entre un prénom, Zériste. J'entre un autre prénom, Paul. J'entre un troisième, Pierre. J'entre un quatrième, Léonore. Et voilà. Et je n'entre plus rien. J'ai bien nombre de prénoms 4. C'est vraiment super. Je vous donne maintenant un petit exercice. C'est justement sur le nombre mystère. Pour l'instant, il y a une fonction utilisée pour générer un nombre aléatoire. Bon, pas vraiment aléatoire, mais semi-aléatoire. Mais si je vous passe cette fonction, vous n'allez pas comprendre. Et donc, je vous propose de demander à l'utilisateur un nombre. Ensuite, vous manipulez ce nombre. Ça peut être, je sais pas moi, doubler ce nombre par 2, lui ajouter 3, retrancher, bref. Faites des calculs sur le nombre pour obtenir un autre nombre différent et demandez ensuite à l'utilisateur de deviner le nombre que vous avez généré. Demandez encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que l'utilisateur ait trouvé le nombre ou alors qu'il ait décidé de ne plus jouer et là vous lui révélez le nombre. Bien sûr, si l'utilisateur trouve le nombre, vous devrez lui afficher un bravo et dans le cas où il perd, vous lui demanderez de retenter sa chance une prochaine fois, probablement. Utilisez alors les boucles. C'est à vous de choisir la boucle appropriée pour cela. Et n'hésitez pas à, si vous avez réussi, me le dire en commentaire. Sinon, postez votre code en commentaire et on va le débugger ensemble. Ou alors, demandez-moi le code et je vous posterai le code en commentaire. Parce que moi-même, je vais faire cet exercice. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. J'espère de tout cœur que j'ai été le plus clair possible et que la connaissance de ces 3 boucles et de leur utilisation vous sera utile pour la suite. Forcément, c'est le cas. Donc, je vous retrouve très prochainement pour la suite de notre formation en JavaScript
et les autres notions avancées en HTML et CSS. D'ici là, prenez bien soin de vous.